Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Tristan Mouze. Tristan Mouze est le fondateur de MarketMe. Pour ceux qui ne savent pas, MarketMe est une plateforme qui permet d'aider les jeunes à s'orienter et à réussir dans l'insertion professionnelle, que ce soit trouver des stages, de l'alternance et un peu le premier emploi. Aujourd'hui, tu as aidé plus de 500 personnes, 500 étudiants à réussir à aller dans le milieu du travail. Et aujourd'hui, on va revenir sur ta vie, sur ton parcours et comment tu as réussi à créer MarketMe et quels sont en fait les conseils que tu peux réussir à donner aux jeunes pour être épanouis dans leur milieu professionnel. Est-ce que ça te va? Super, Antoine. Alors comment ça va toi? Ça va très bien, je suis très content d'être là. Et le studio est chouette, donc ça fait plaisir. Parce que là, si tu peux expliquer un peu MarketMe aux gens qui nous regardent, c'est quoi MarketMe pour toi? Tu le définirais comment? Je définirais MarketMe comme une plateforme de développement professionnel Ok. pour les étudiants et les jeunes actifs qui permet justement à ce public cible de pouvoir quelque part prendre en main sa recherche et prendre en main presque son avenir professionnel. Mhm. Et aujourd'hui, MarketMe, le premier axe, ça a été focalisé évidemment sur le stage et l'alternance, donc aider l'étudiant et lui permettre d'être plus autonome et soutenu dans sa recherche d'entreprise. Et donc, ce que j'ai construit concrètement, c'est une méthodologie professionnalisante sur 6 niveaux qu'on pourra évoquer Parce ensemble. que j'ai marqué à 6 niveaux et après, je vais t'expliquer pourquoi ces 6 niveaux et comment tu crées cette approche-là. Ouais. Pourquoi ces 6 niveaux Parce que je me suis dit, tiens, un côté un petit peu gamification, un côté, ok, tu passes un niveau, un peu comme à l'époque où on jouait aux jeux vidéo, où tu as le boss de fin de niveau et du coup tu passes au niveau suivant. Et puis il y avait cette espèce aussi de quête de dire, ok, tu passes au niveau 2 quand tu as plus ou moins réussi le niveau 1. Et surtout, il faut que le niveau 1 puisse enrichir le niveau 2, en tout cas que tu puisses te resservir de ce que tu as vu et découvert et expérimenté dans le niveau 1, au niveau 2, etc., jusqu'au niveau 6. Et comment j'ai construit cette approche je crois que ce qui a drivé aussi la manière dont j'ai construit cette méthodologie, c'est que tu disais tout à l'heure justement que j'étais formateur. Et en effet, quand j'étais sur le terrain, donc avec mes étudiants, j'ai pris des temps parfois pour leur faire tester cette approche, pour leur proposer, pour l'expérimenter avec eux, pour avoir des retours aussi et voir finalement qu'est-ce que ça engendre derrière, qu'est-ce que ça génère. Et il y avait beaucoup ce truc qui revenait de dire ça génère de la motivation, ça développe leur curiosité et surtout ça leur permet presque de faire un pas de côté et d'agir autrement. Même parfois dans des cours, quand je faisais des cours autour du journalisme ou cours autour de l'écriture multimédia ou de la gestion de projet ou parfois aussi du marketing, je me rendais compte qu'en intégrant cette essence-là dans les cours, donc les faire passer à l'action, leur faire faire des choses concrètes, leur faire faire des mises en situation, leur faire imaginer comment résoudre une problématique à 5 ans en tenant compte de certaines choses qui sont importantes dans notre environnement, ça les mettait en mouvement, ça les faisait passer à l'action et du coup derrière ils en retiraient aussi une évolution personnelle. Et donc dans cette méthodologie que j'ai construite, j'ai voulu aussi amener ça et c'est ce qui fait que la diversité des contenus à l'intérieur, donc vidéo, exercices pratiques, Tu as des quiz. des quiz, exactement. Oui, puisque toi, du coup, tu l'as. Ouais, j'ai expérimenté, mais c'est super bien. C'est cette diversité et cette approche systémique, donc de manière. Pour moi, je vois ça comme un système. Tu vois, on pourrait prendre que le niveau 1 sur la personnalité, mais l'idée, c'est d'avoir le niveau 1 sur la personnalité, le niveau 2 sur la motivation, le niveau 3 sur le projet personnalisé, 4, les démarches, 5, la visibilité, donc évidemment ça touche à LinkedIn et à d'autres manières de faire pour devenir visible, et le niveau 6, qui à mon sens est aussi important, pas uniquement quand on est étudiant d'ailleurs, mais aussi en tant qu'individu, c'est l'équilibre de vie, comment on fait pour se détendre, toutes ces choses-là. Si ça te va, moi je te propose, c'est qu'on explique que tu expliques les 6 niveaux et en quoi chaque niveau est important. Comme ça, par rapport aux jeunes, parce qu'il y en a qui vont se dire, moi je donne que du 1 ou que du 3, mais expliquer un peu le côté écosystème comme tu l'as expliqué. Du coup, déjà, tu as le premier niveau que tu as dit, c'est de connaître sa personnalité. En quoi aujourd'hui, après ça paraît peut-être logique pour certains, mais en quoi connaître sa personnalité est importante. Parce que je pense que beaucoup, moi je le vois, beaucoup de jeunes, et même des moins jeunes, ils ne prennent pas le temps à faire ça. Tu vois, ils disent, bon, je me connais ou je ne me connais pas, mais ils n'ont pas cette introspection, ils prennent le temps de faire cette introspection, de savoir qui ils sont vraiment. Ouais, c'est partir, je pense, de cette base de qui on est. J'ai pas envie non plus de faire. Comment dire. On va pas forcément, parce qu'on
on se pose la question de qui on est, qu'on touche forcément au développement personnel, à une introspection permanente. Non, je pense qu'il faut vraiment dissocier cette approche-là, mais simplement, c'est une base sur laquelle on peut se positionner. Le test de personnalité reste un outil. Ça te donne des tendances de ta personnalité. Ça permet de se redécouvrir ou d'apprendre à mieux se connaître. Mais encore une fois, comme je l'évoque dans ce niveau 1, oui, c'est important de passer un test de personnalité, oui, c'est important d'en comprendre les résultats, mais ces tendances, elles sont valables dans un instant T, elles sont valables aussi pour soi, évidemment, mais elles peuvent évoluer. Et c'est des indicateurs. Quel milieu tu as vécu, tu as grandi, où tu vis aujourd'hui, voilà. Ça va le changer complètement. Voilà, exactement. Et puis en fonction de ce que tu vivras aussi dans le futur, exactement, et puis par rapport à tes expériences, tes interactions. Et donc c'est ce qui fait que, oui, c'est important de passer un test. Oui, c'est important de comprendre ses émotions, de comprendre comment on peut aussi, à travers notre entourage, apprendre à mieux se connaître, tu vois, parce que ça, c'est hyper important. Cette méthodologie, elle est construite évidemment sur ces 6 niveaux, mais dans ces 6 niveaux, ce n'est pas uniquement l'étudiant avec ce qu'il découvre, c'est aussi l'étudiant pour le faire passer à l'action, mais au-delà de le faire passer à l'action, c'est être en interaction avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Okay. Et c'est cette approche aussi systémique et qui, moi, me paraît presque spontanée dans la mesure où on s'en rend compte au quotidien. Toi et moi, on interagit. Avant que j'arrive ici, j'ai interagi avec mon environnement et puis avec moi-même, de me dire tiens, à l'interview, ça va se passer comme ça va être sympa. Donc il y a une forme de visualisation. Et évidemment qu'on ne contrôle pas tout. Et ça, c'est aussi hyper important et ça fait partie du niveau 2, c'est que on ne peut pas avoir le contrôle sur les choses. En tout cas, on ne peut pas imaginer qu'on va pouvoir contrôler ce qui va se passer ou contrôler l'autre. Parce que le niveau 2, c'est quoi? C'est la motivation, c'est ça? Le niveau 2, c'est sur la motivation. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le niveau 2? Ouais, bien sûr. Le niveau 2, sur la motivation, pareil, la motivation, on pourrait se dire, mais il y a des fois où je ne suis pas motivé et des fois, au contraire, où je suis hyper motivé. Ça paraît simple, mais la raison, c'est que quand on est hyper motivé, c'est que le truc qu'on va faire ou la chose qu'on projette, elle génère quelque chose qui nous donne envie de le faire, tout simplement. Et quand on n'est pas motivé ou quand on est démotivé, c'est parce que soit le projet va être trop lourd ou que la tâche va être trop lourde, ou peut-être trop ambitieuse et qu'il faudrait éventuellement la découper. Et donc c'est ce que je propose aussi de faire dans ce niveau 2, de se dire ok, peut-être que la stratégie des petits pas a plus de sens que peut-être tout de suite vouloir atteindre ou réaliser ce projet-là, alors que finalement, en le décomposant et en faisant un pas de côté sur la manière dont on pourrait aller au bout de ce projet, peut-être que ça va générer cette motivation. Et donc, il y a aussi le point important sur motivation intrinsèque ou extrinsèque. Est-ce que c'est une motivation qui est plus en nous ou quelque chose qui se génère de ce qu'on peut avoir comme objectif? Par exemple, un commercial, la commission qu'il va pouvoir récupérer à la fin du mois, c'est plus quelque chose d'extrinsèque parce que c'est quelque chose qui va le driver, un petit peu comme on pourrait dire la carotte. Ouais. Et pour finir sur ce niveau 2, il y a quelque chose aussi que j'aborde qui est le contournement opérationnel ou en tout cas le contournement, et là ça fait allusion à la stratégie ou en tout cas à l'approche stratégique chinoise aussi en l'occurrence, c'est de dire quand on est face à un mur, y aller, y foncer, y mettre un coup de tête, souvent c'est plutôt la tête qui a mal, le mur lui il bouge pas. Et donc l'idée de se dire ok ce mur qui a face à nous, peut-être qu'on peut l'éviter parce que le mur il n'est pas non plus tout autour de nous. On a l'impression parfois parce qu'on a des œillères qu'on est face à un mur en l'occurrence, et en fait on peut se rendre compte que parfois en se défocalisant de cette problématique ou de ce qui fait face et qui nous pose problème, on peut le contourner. Et du coup c'est un peu l'approche stratégique de dire parfois pour atteindre un but il faut l'abandonner, et au-delà de l'abandonner, ça ne veut pas vouloir dire l'abandonner pour toujours, mais faire un pas de côté, et puis se décentrer, notamment sa vision, pour l'élargir et pour avancer mieux finalement. Ok. Et après, du coup, on passe ensuite au niveau 3, une fois qu'on a compris la motivation. Et du coup, c'est quoi le niveau 3 c'est... Le niveau 3, c'est sur c'est le projet personnalisé. Okay. Donc, c'est le projet de l'étudiant. Refaire un point sur les compétences, les qualités qu'on peut avoir, aussi les aspirations, les expériences par lesquelles on est passé, les études qu'on a pu faire. Même les expériences au sens large, bénévolat, le 4L Trophy, pourquoi pas, un job étudiant, si on a été scout, enfin toutes ces choses-là, et venir faire un espèce de presque une rétrospective de sa vie et presque un point en mode ok, finalement dans ces expériences j'ai peut-être développé telle ou telle compétence, j'ai peut-être telle ou telle qualité, toutes ces choses-là pour venir les mettre en forme
Et surtout, au-delà d'avoir cette vue d'ensemble, c'est de se dire, faire presque des phrases avec des verbes d'action en disant, tiens, quand j'étais scout, j'ai peut-être développé une forme de responsabilisation ou qu'en tout cas, je peux encadrer un groupe d'enfants ou je peux encadrer. Et donc, ces choses-là qui donc se matérialisent par, ok, j'ai telle expérience, ok, j'ai vécu ça, mais c'est bien de le dire, mais derrière, qu'est-ce que concrètement j'ai comme compétence ou qu'est-ce que concrètement j'ai développé comme capacité. Et ces choses-là, après, ça contribue aussi à mieux nous connaître, parce qu'une fois qu'on a pu faire ce point, qu'on a pu aussi, et c'est ce que je propose à travers le miroir socio-professionnel, c'est un outil que j'ai construit, qui permet à l'étudiant, ou en tout cas aux jeunes, d'interagir avec son entourage et de recueillir la manière dont il est perçu par son entourage. Donc c'est des questions à poser qui permettent, des questions assez simples, mais voilà, si tu devais me recommander, qu'est-ce que tu pourrais dire de moi et donc l'idée c'est d'aller voir soit des anciens maîtres de stage, soit pourquoi pas des collègues de promo, soit des personnes... des amis, la famille, Ouais, en fait, exactement. de voir en fait quelle est la vision que nous on projette aux gens. Exactement. Voilà, voilà, c'est vraiment... Encore une fois, c'est faire un pas de côté, quoi. Dire, tiens, et moi je l'avais fait justement quand j'ai construit cet outil, je ne savais pas que j'allais construire cet outil, mais je l'ai fait et je me suis dit, tiens, cette démarche, cette approche, elle m'a appris des choses sur moi, alors qu'on pense se connaître, on pense... Et en fait, elle m'a appris des choses sur moi et surtout la manière dont les autres pouvaient me percevoir ou pouvaient, peut-être me dire que j'avais telle ou telle capacité. Et du coup, ça fait réfléchir, tu te dis, ah ouais. Après, tu peux parfois être d'accord ou pas avec certains traits, mais en tout cas, ça te permet de prendre un peu de recul et c'est ça qui est enrichissant. Ok. Donc on passe après au prochain niveau, une fois qu'on a fait ça, et c'est lequel? Niveau 4, Niveau 4. les démarches. Démarche. Et là, on est toujours de manière un petit peu crescendo, on est de plus en plus sur de la mise en pratique et du passage à l'action. Le niveau 4, on pourrait dire que c'est le niveau qui est presque le plus, à la fois le plus challengeant, mais surtout où le passage à l'action, il est max. Okay. C'est-à-dire que l'idée, c'est de comprendre évidemment le contexte du stage et de l'alternance. Donc, quand je dis comprendre, c'est de dire comprendre son environnement dans lequel on va s'intégrer. Même premier emploi, ça marche aussi. Oui, évidemment, même premier emploi, ça marche aussi. Et derrière, de se dire, ok, il existe les offres qu'on peut trouver sur Internet auxquelles on va répondre avec lettre de motivation, avec CV. Mais ça, c'est ce qui est fait de manière traditionnelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de faire? Et du coup, tout ce qui est candidature spontanée, prise de contact spontanée avec des professionnels, sans forcément venir en mode bonjour, je cherche une alternance, est-ce que vous auriez... Non, mais de faire encore une fois, comme on va contourner, ou en tout cas on va faire ça de manière un peu plus subtile, un peu plus stratégique, de faire des prises de contact, qu'elles soient directes en proposant ou en demandant s'il y a une opportunité, mais indirectes aussi, en voulant en apprendre un peu plus sur ce professionnel, en voulant discuter avec lui, en voulant comprendre le contexte de ce métier-là. Parce que l'idée, c'est aussi que ça peut être cette approche-là de développer son réseau, de rencontrer des personnes. Même si on contacte un professionnel et qu'il n'a pas forcément une opportunité pour nous, ça fait une personne de plus dans notre réseau et ça fait surtout des informations et une forme d'enrichissement du métier que ce professionnel fait et qui du coup peut nous apporter. Et donc dans ce quatrième niveau, évidemment qu'il y a prendre contact et passer à l'action, mais il y a aussi s'entraîner sur son propre pitch, le pitch de soi. Ouais. Peut-être que tu t'en souviens, mais de se dire, notre parcours, il faut essayer qu'on le résume en 2 à 3 minutes, quoi. Ouais, c'est un peu... les gens, ils n'aiment pas se vendre. Je trouve qu'on le dit beaucoup, genre, ouais, je suis entretien, j'aime pas. Mais en fait, le fait de se vendre, c'est pas négatif. C'est juste que je pense que c'est aussi la culture française où se mettre en avant, c'est mal vu. Tu vois, et du coup, en fait, c'est pas négatif de dire ce qu'on fait, c'est bien. C'est pas dire on est le meilleur, on est mieux que les autres, c'est de dire nous, ce qu'on est et ce qu'on fait, on est content de le partager aux gens. Ouais. Et c'est comme ça, moi, j'aime bien le voir, le côté pitch, le côté de faire entretien et de parler de soi. Ouais, tout à fait. On pourrait se dire, tiens, c'est prétentieux, parce que voilà. Et ça m'est arrivé, et ça t'est peut-être arrivé, et ça arrive, à mon avis, à tous les jeunes et même les moins jeunes. À tous les jeunes à tous les jeunes et aux moins jeunes de parfois apparaître comme prétentieux. Sauf que savoir parler de soi et savoir se vendre sans non plus trop en faire, évidemment, parce qu'après, il n'y a pas d'intérêt, mais c'est une qualité, c'est une capacité qu'on a, comme un entrepreneur qui a besoin de pitcher son projet en 1 minute, 1 minute 30, comme qui veut être mon associé le mercredi soir. Moi, je suis friand de cette émission parce que ça permet aussi de voir la manière de penser des investisseurs, de voir comment les entrepreneurs pitchent leur projet, tout simplement. Et ça fait partie, le pitch de soi, c'est un exercice qui peut
finalement, qui est transposable à n'importe quel type de fonction ou n'importe quel, même un comédien, même, n'importe qui peut apprendre à se présenter, à retranscrire, à partager l'essence même de qui il est à travers cette structure-là qui est de parler des différentes étapes qu'il y a dans On ce en dire pitch. plus parce qu'après, il faut laisser un peu le côté des gens qui ont envie de prendre et voir ce qu'il y a. On va juste essayer aussi passer sur le 5 et le 6, comme ça on aura fait un peu le tour des 6 niveaux. Donc le niveau 5, ça consiste en quoi? Le niveau 5 concerne la visibilité et la présence en ligne. Visibilité, Moi, je pense aujourd'hui, c'est peut-être le plus important. Je pense, pour moi, de mon point de vue, je trouve que c'est le plus important aujourd'hui, cette visibilité, de montrer ce qu'on fait. c'est ce que peuvent en dire aussi les utilisateurs quand on ait fait ce niveau, alors le 4, mais aussi et peut-être surtout le 5, parce qu'il y a on parle de personal branding, de marque personnelle, on parle qu'il faut être présent en ligne, il faut avoir de la visibilité, il faut arriver à se différencier. Et un peu comme un beau produit avec un beau packaging, il faut réussir aussi à nous-mêmes être un beau produit avec une bonne manière de se présenter. Ce niveau 5 qui touche évidemment la visibilité sur LinkedIn, mais il n'y a pas uniquement à se faire un beau profil, à mettre ce qu'il faut comme information, etc. Il y a aussi comment tu utilises LinkedIn, quel type de post tu fais, quelle ligne éditoriale, si tu veux aller un peu plus loin, tu te crées. Qu'est-ce que tu partages comme contenu? Est-ce que plutôt pour ta crédibilité, ta légitimité, simplement, tu vois, pour… Parce que je voudrais bien savoir, c'est que tu vois, moi je n'utilise pas trop LinkedIn, vraiment, c'est un truc que j'ai un peu délaissé. Et je me dis, tu vois, on est par exemple sur Insta. Sur Insta, on va partager ses vacances, ce qu'on fait comme activité, etc. Et je me dis, est-ce que LinkedIn, c'est quoi la différence? C'est quoi la barrière qu'on doit se mettre? Tu vois, je me dis, est-ce que je dois mettre que du pro? Est-ce que je dois mettre du perso? Comment, tu vois, genre, est-ce que tu as 2-3 astuces? Comment toi tu vois LinkedIn? Il y a un tas de contenus sur LinkedIn, je pense que tu as dû le voir. Il y a les posts inspirants au sens propre, il y a les posts qui, à la base, sont faits pour être inspirants, mais qui Là, je parle finalement… vraiment pour les étudiants. Tu vois, genre, tu es Ouais. étudiant, tu vois, je me dis, je suis étudiant, il faut que j'aille sur LinkedIn, tu vois, qu'est-ce que je fais? Tu vois, genre, est-ce que je me dis, genre, ouais, la semaine dernière, j'ai mangé un truc hyper bon dans ce restaurant-là, je vous le conseille. Est-ce que tu vas me partager ses vacances? Est-ce qu'ils ont fait une activité, genre une asso, est-ce qu'ils vont le partager? Comment un étudiant peut se mettre en marche sur LinkedIn, tu vois? Parce qu'ils n'ont pas forcément aussi de grands projets pro. Du coup, on va se dire, bah, j'ai rien à mettre, moi, j'ai rien fait de pro. Ouais. Tu vois, genre, je suis étudiant, à part dire, j'ai fait cette école-là ou je suis dans cette école-là, qu'est-ce que je fais? Il y a un tas de manières de faire, mais si on devait aller à l'essentiel, par exemple, je reprends ton exemple du restaurant. Je sais pas, tu es un étudiant en graphisme, tu es allé dans un restaurant, tu as bien mangé. Si tu cherches un stage ou une alternance, tu peux très bien te dire, ok, je vais faire un post en mode retour d'expérience de ce que j'ai trouvé de la présentation, du cadre, de l'ambiance, de la manière dont j'ai vécu l'expérience. Et pourquoi pas aller plus loin, peut-être en proposant des axes sur comment la food pourrait être mise en avant d'une autre manière sur les réseaux sociaux, ou comment ce plat-là, menu du jour, pourrait être… Enfin, tu vois, c'est de se dire, ok, valoriser quoi. D'accord, en fait, c'est comment tu peux lier ta formation, ce que tu fais, Ouais. à ce que tu vis. Ouais. Par exemple, oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, le graphique, oui, je veux dire, tu fais un événement, à travers l'événementiel, tu peux donner un retour sur l'événement, de quand tu as vu, comment il s'est organisé, comment il est. Tu fais de l'audiovisuel, tu vas voir un film, t'expliques en quoi le film il est intéressant. Exactement. Tu vas aller chercher. Après, je pense que par exemple, tu es en certains métiers plus bureautiques, tu vois, comme RH, comptable, c'est vraiment des métiers qui sont plus compliqués à mettre en avant. Comment tu ferais pour ce genre de métier? Ouais, on peut se poser la question, par exemple, pour un comptable. Un comptable, tiens, comment il pourrait… Parce que je me dis, tout le monde ne fait pas des métiers. Tu vois, nous, on a de la chance, c'est qu'on fait des métiers qui sont visibles. Tu vois, genre aujourd'hui, on veut chercher un CV, on cherche un boulot, on va montrer ce qu'on a fait concrètement. Tu vois, tu as des métiers où c'est pas forcément visible ce que tu fais. Dans le recrutement, c'est pas visible. C'est impactant, mais c'est compliqué à le vendre, surtout si tu n'as pas d'expérience là-dedans. Ouais. Oui, non, mais tu as entièrement raison. Et tu vois, on va rester sur cet exemple de comptable, ou en tout cas quand tu fais une formation pour devenir comptable, si tu cherches une entreprise ou si tu veux, parce que tu as quand même certaines compétences, si tu veux les montrer, tu peux très bien utiliser un outil qui te permette de capturer ton écran d'ordi, d'aller sur Excel. Je prends Excel parce que c'est, je pense, un peu l'outil phare. L'outil phare des personnes qui sont dans la comptabilité et autres. Et tu peux très bien montrer comment toi tu fais pour faire un tableau croisé dynamique rapidement avec peut-être différentes fonctions et de joindre ça avec, je sais pas, une automatisation si tu arrives à le faire. Okay. Et tu filmes ça, même si c'est 30 ou 40 secondes. Et évidemment, le faire une fois sans stratégie éditoriale,
les gens vont dire, bah tiens, pourquoi il partage son écran et qu'il montre qu'il sait Ouais. faire ça, tu À vois. part ça buzz, c'est un coup de chance, mais sur le atteint, tu dis, c'est bizarre, il est chaud ce mec. Ouais, ouais, voilà. Ouais, et puis du coup, tant mieux, s'il y en a qui disent il est chaud, Ouais. bah du coup, ça a provoqué l'effet Bien sûr. escompté. Et donc, voilà, ça peut être ça, ça peut être pour quelqu'un qui sera en RH, bah, ça pourrait être peut-être de suivre une émission. Alors, on va peut-être pas reprendre qui va être mon associé, mais je sais pas, une émission de télé, un truc comme Zone Interdite ou autre, par exemple, et d'essayer, en fonction du sujet ou en fonction de la thématique, d'analyser ça au prisme des ressources humaines, des relations Mhm. humaines, tu vois. Est-ce qu'il y a. Ouais, c'est toujours d'essayer de trouver un petit lien qui fait que ça peut être assez visible. Exactement. Et toi, c'est quoi la limite que tu mettrais un peu au côté entre LinkedIn, tu vois, parce que LinkedIn, ça reste quand même assez pro, entre le côté pro et perso. Est-ce que les jeunes peuvent parler un peu de leur expérience personnelle, de ce qu'ils font de leur vie et tout, ou est-ce qu'il faut qu'ils restent assez pro là-dedans? Et comment toi, tu vois les choses par rapport à ça? Moi, j'aurais une tendance quand même un peu plus à caractère professionnel. Mhm. On pourrait dire 75% pro et 25% perso. Ça reste des stats et de la répartition, mais je pense que LinkedIn est avant tout un réseau social professionnel. Maintenant, à titre perso, s'il y a certaines publications, certains contenus qui peuvent être intéressants, par exemple, je sais pas, un road trip qui aurait permis à l'étudiant voilà, de peut-être raconter quelque chose d'inspirant, une rencontre ou découvrir une culture ou autre, ça Mhm. peut être complètement OK de faire un post et de le partager sur LinkedIn. Maintenant, je crois qu'il faut peut-être passer à un niveau méta, tu vois, sur OK, quel type de contenu il faut que je publie et surtout dans quel but, ou en tout cas, est-ce que pro, est-ce que perso, est-ce que l'un ou l'autre. C'est plus dans quel but plus global, tu vois. Est-ce que je publie pour trouver. En fait, ça va être question de but à atteindre ou d'objectif. Mhm. Et c'est ce qui fait que je pense que tout peut avoir un sens si ce contenu ou si ce qu'on partage, c'est au service de ce but à atteindre ou en tout cas de Ok. cette chose à partager. Parce que moi, je vois un truc, c'est que là, les gens peuvent se dire, en fait, LinkedIn, c'est un peu un recel d'ego. Genre, c'est un peu montrer ce qui a le plus d'ego. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Globalement, oui. Mais pour parler de mon utilisation perso, par exemple, toutes les publications que je vois qui peuvent me gonfler, je vais simplement sur les trois petits points au niveau de la publication en haut à droite et je fais voir moins Mhm. où ce sujet ne m'intéresse pas. Mhm. Et c'est ce que j'encouragerais à faire pour, en tout cas aux utilisateurs qui n'ont pas envie de voir spammer leur feed. Mhm. Ce serait dès que tu vois un contenu qui ne te plaît pas, voilà, tout simplement, moi ça me plaît pas. Et du coup, comme ça, je personnalise mon feed. Mhm. L'algo comprend que ça m'intéresse pas. Et du coup, il m'envoie plutôt des contenus qui m'intéressent, parfois des nouveaux, parce que dans leur répartition, il y a aussi des nouveaux contenus qui sont publiés à chaque Mhm. utilisateur. Mais l'idée, c'est plus ça. Et en effet, pour reprendre ce que tu dis, oui, c'est de l'ego, mais le mais, c'est que si tu personnalises ton feed, t'en as de moins en moins de ça. Ok, Surtout si ouais. ça t'intéresse pas, tu vois. Mhm. Ok. Et alors, maintenant, si on passe au dernier level, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Dernier level, ouais. Dernier level sur l'équilibre de vie. Parce Euh, que là, c'est vrai que c'est important. C'est que on a un peu. Alors, si moi, je parle de mon expérience. C'est que pour moi, il y a deux extrêmes. C'est que soit tu es entrepreneur et ton rythme de vie, c'est full taf. ouais. C'est un peu ça, et tu n'arrives plus à séparer les deux. Soit tu es salarié et tu cherches un boulot juste peinard. Et en fait, ton rythme de vie, c'est que le perso. Et ton pro te sert juste à pouvoir payer ton perso, tu vois. Mm. Comment tu peux expliquer ça et comment tu vois ce côté, cette importance d'équilibre? Comment je le vois, au-delà même de le voir, j'essaie de le vivre aussi parce que c'est clair que, comme on dit, en tout cas ce que je propose dans la méthodologie, j'essaie de l'appliquer aussi à titre perso pro, même si les deux sont imbriqués comme tu viens de le dire, puisque c'est un équilibre à trouver. Euh, Déjà dans ce niveau-ci, je sensibilise aussi aux maladies professionnelles. Mm. On en parle de plus en plus depuis peut-être une dizaine d'années, mais le burn-out, La dépression, le burn-out. la dépression évidemment aussi, mais il y en a d'autres. La perte de sens, Mm. l'épuisement professionnel qui est en lien avec le burn-out. Il y a aussi le fait de se poser la question, mais tiens, en fait, je viens tous les jours au travail, mais pourquoi je fais ça? Mm. Et surtout de se sentir en fait qu'on peut être parfois peut-être surqualifié vis-à-vis de ce qu'on fait. Mm. Et ça aussi, à la longue, c'est comme si on est en permanence en troisième et qu'on passe pas à la Ah, c'est quatrième. frustrant et Ouais, ça peut faire chauffer le moteur et même le faire exploser complètement, tu vois. Je me pose la question du coup, est-ce que tu vois, est-ce que c'est nous, notre génération qui est plus faible parce qu'on entend beaucoup plus parler, ou est-ce que c'est le fait qu'avant on n'en parlait pas mais ça existait ou que nos parents ils l'acceptaient, tu vois, ce côté de ils étaient fatigués, c'était pas bien, mais ils acceptaient ce travail-là parce que c'était comme ça, tu vois. Toi, tu le vois comment aujourd'hui? Ouais.
Voilà, je t'ai mis une question. Ouais, on dirait que je suis en train de... Non, c'est une très bonne question et j'y réfléchis et je lève les yeux parce que je me dis que c'est très complexe et surtout ça touche au contexte aussi sociétal de l'époque. Ouais. En effet, on se posait peut-être moins la question de notre bien-être il y a 30 ou 40 ans. Euh, et pourtant, il était présent, ce bien-être ou ce mal-être, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que avant, les personnes avançaient plus malgré cette souffrance ou malgré ce qui pouvait se passer. Et il y en avait peut-être une minorité, une petite partie qui, à un moment, soit disjonctait et du coup, là, c'était trop tard, soit arrivait à dire, non, tu vois, quand on entend crise de la quarantaine ou choses comme ça, parfois, c'est qu'en fait, pendant des années, on avance. C'est vrai que Et après... peut-être le cri de la quarantaine, c'est plus un sorte de burn-out qu'on fait ou peut-être c'est vu différemment à l'époque, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut être lié à ça, en fait. Aujourd'hui, on entend moins une crise de la quarantaine, crise de la trentaine. Aujourd'hui, on entend plus burn-out, dépression, alors que peut-être que c'était ce côté-là de l'époque. Ouais, et puis tu vois, je crois que le burn-out, en fait, c'est simplement une conséquence du fait que la société, de la manière dont elle est construite, c'est à savoir toujours faire plus, toujours produire plus, être performant et en permanence optimiser notre temps, optimiser notre manière de faire, optimiser au quotidien. Celui qui va courir, il optimise, il regarde combien de temps il a mis. Celui qui va faire une autre activité, par exemple, qui va même dormir, maintenant tu as une bague ou tu as une montre, en fait, tu as un tas de choses pour voir, les sommeils profonds, sommeil paradoxal, toutes ces choses-là. Donc c'est tout le temps optimiser pour s'améliorer. Ça fait presque penser à une machine, tu vois. On optimise comme les machines, on s'optimise, donc presque on devient des machines. Pourquoi je fais ce lien-là, c'est qu'en fait, le burn-out, finalement, c'est une conséquence logique. À trop vouloir pousser notre machine, notre corps, à trop vouloir aller, notre corps et notre esprit d'ailleurs, au bout d'un moment, en fait, on disjoncte. Et du coup, on s'épuise, et c'est même au-delà qu'on s'épuise, c'est que c'est blackout, quoi. C'est chaos technique. Ouais, je pense que tu as ça et tu as aussi le côté de l'environnement du travail. C'est que si tu optimises, mais derrière, tu as cette récompense-là, tu as ce côté de que ça soit financier, que ça soit en termes d'avantages ou en termes de reconnaissance, ça va encore. Ouais. Et si on te force à faire ça sans reconnaissance ou en te cassant en deux, Mm. je pense que c'est là où ça peut vraiment te foutre dans un burn-out bien comme il faut. Ouais, ça fait complètement lien, en effet, avec la satisfaction de soi-même, de ce qu'on a comme travail, mais aussi de la reconnaissance que l'autre, en tout cas que l'autorité, à savoir le N+1 ou la personne dans notre équipe, va pouvoir aussi tout simplement souligner. Parce qu'en fait, c'est normal d'être, pas de se sentir gratifié, mais en tout cas de se dire, tiens, c'est chouette, on m'a fait un feedback, quoi. On m'a fait un retour sur ce que je viens de produire, ou en tout cas ce que je viens de faire. Et en effet, les personnes après qui arrivent à ce stade-là, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas ces retours-là, et du coup, il y a une forme la flamme intérieure qui s'éteint, tu vois, on n'est pas nourri, quoi. Ouais. Du coup, là, tu as à peu près expliqué les six niveaux. Alors, déjà, je voudrais bien savoir, est-ce que toi, tu es aussi formateur? Est-ce que tu peux un peu expliquer ton parcours, comment tu es venu à être formateur et à vouloir aider les jeunes? Ouais, carrément. Comment j'en suis arrivé là? Je crois que depuis le début de mes études, ça m'intéressait de me dire, tiens, on n'a pas forcément une voie qui est toute tracée pour s'orienter et pour trouver son chemin. Je pense que le chemin se construit au fur et à mesure des expériences et des choses que l'on peut vivre. Et assez rapidement, en fait, quand j'ai eu mon bac en 2011, je me suis orienté vers la fac. Donc j'ai fait une licence Infocom en première année. Et en fait, je me suis dit, je pense que c'était un peu l'époque American Pie, enfin en mode, tu vois, tu vas à la fac, tu découvres des contextes, tu fais du sport, tu fais un peu la bringue. Ouais, t'as moins d'enjeux, je pense, t'as moins de pression. Ouais. C'est genre, tu vas plus, quand on voit un peu à l'époque, c'est tu fais la fac, c'est vraiment 3-5 années de fun, quoi. Exactement. Et moi, je pense que j'avais été peut-être bercé, ou en tout cas, j'avais cette image-là en tête. Et en fait, quand je suis arrivé dans cette première année de licence à Montpellier, j'ai un petit peu déchanté parce qu'il y avait beaucoup de cours en amphi. Et les cours en amphi où tu es avec 300 autres étudiants et que finalement tu sors du lycée où tu es hyper cadré. Et là, tu n'es plus du tout cadré. Il faut que ce soit toi qui te cadre. Et ça m'a un peu perturbé, ça m'a déstabilisé. Alors il y avait des cours qui étaient intéressants, mais les cours pratiques et le sport. Mais si tu fais pas, voilà, c'est pas ça qui va te permettre d'aller vraiment de valider tes années et surtout d'avoir des connaissances théoriques et pas que. Et donc j'ai validé cette première année avec un petit 10 et je me suis dit tiens, ça me correspond pas à la fac. Infocom, c'est intéressant, mais trop généraliste et du coup c'était pas, je sentais que c'était pas ma place. Et donc j'ai quitté cette première année de licence et puis je me suis dit tiens, je vais prendre un job. Donc j'ai fait de l'intérim pour le coup pour savoir
Tu avais déjà cette réflexion de te connaître pour savoir ce que tu voulais faire en fait. Ouais, d'une certaine manière. Je pense que, un peu comme chaque individu, on apprend à se connaître au fur et à mesure des années et de la vie. Pas que, quand on est étudiant, c'est le commencement, on pourrait dire, voire même peut-être l'adolescence et la pré-ado avant. Mais je me suis dit, il faut que je change de contexte et que je fasse quelque chose qui me plaise moins et qui me fasse sortir un peu de mon confort. Donc je me suis dit, tiens. Donc j'ai fait un travail agent technique pendant quelques mois à l'issue de cette licence-là, pendant quelques mois. Et je me suis dit, ok, c'est cool, mais enfin non. C'est pas cool, mais ok, c'est une expérience. Mais j'aimerais peut-être faire face à une autre forme d'expérience qui soit plus professionnalisante avec un contexte et enfin voilà, autre chose. Et à l'époque, donc j'étais à Montélimar, ma ville natale. Et je vais à Pôle emploi et je vois derrière le conseiller recherche serveur et valet ou femme de chambre pour des clubs méditerranéens. Okay. Et là, c'est pas que ça a été un tournant, mais je me dis tiens, pourquoi pas, le club, ça peut être intéressant, je vais rencontrer du monde, je vais être à la montagne ou ailleurs. Et du coup, finalement, je postule, je passe un entretien à Grenoble. Je suis pris quelques semaines après, je reçois la lettre et on me dit, voilà, vous êtes affecté au village, le club méditerranéen des Deux Alpes, donc au-dessus de Grenoble. Et pour moi, c'était une chance, c'était une opportunité parce que je pouvais quitter Montélimar, je crois que j'avais 19 ans. Ah, tu vis une nouvelle aventure là. Ouais, exactement, nouvelle aventure, partir seul et surtout apprendre un métier aussi parce que serveur... alors, c'est pas serveur comme dans les cafés ou les bars où tu fais vraiment tout, parce qu'au Club Méditerranée, du coup, tu as le buffet et les clients prennent leur assiette, vont se servir et puis sont accueillis par différents chefs. Mais c'était vraiment les accueillir quand même, dresser la table, discuter un petit peu avec eux, puis après débarrasser. Enfin voilà, donc il y avait quand même certaines choses évidemment à faire, même si on ne prenait pas les commandes. Et donc, pour faire rapide, ça a été 6 mois où je me suis redécouvert parce que déjà. J'avais des responsabilités, je bossais avec d'autres personnes de différents âges, de différentes cultures. J'avais du temps libre pour aller faire du sport, pour aller skier aussi. Je skiais 4-5 fois par semaine, parce que j'avais le forfait saison, j'avais tous les avantages qu'on pouvait avoir, en plus d'être nourri, blanchi, logé là-bas. Et pour pas non plus être trop long par rapport à mon parcours, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vis-à-vis de cette expérience, je pense que ça a été aussi un tournant et je me suis dit, c'est chouette le Club Med, c'est chouette cette expérience-là, mais je crois que finalement, les études, ça m'attire quand même. Après, le MES, c'est un peu un écosystème. Du coup, c'est soit tu accèdes à cet écosystème et tu fais un peu ta vie là-dedans, mais tu n'as pas vraiment d'évolution et c'est vraiment très village interne. Alors que si tu veux faire d'autres choses, vivre d'autres choses, il faut sortir de là, quoi. C'est ça. Et j'avais des collègues qui, eux, avaient fait plusieurs saisons, qui même y avaient passé une dizaine d'années. Et on va dire que je me reconnaissais ou je ne me retrouvais pas dans ce genre de carrière-là. Même si ça aurait été chouette et j'aurais pu faire sûrement le tour du monde, aller sur différents continents et développer d'autres compétences et puis même les langues évidemment. Et aussi monter, je pense, en responsabilité, parce qu'après, une fois que tu fais serveur, tu peux faire, je crois, si mes souvenirs sont bons, chef d'une équipe du restaurant, puis ensuite gérer le restaurant entier d'altitude. Enfin voilà, donc il y avait quand même des possibilités. Et donc pour reboucler par rapport à ce que je disais, ça a été le moment où je me suis dit, ok, je termine ma saison, mais je vais quand même faire des dossiers pour intégrer une formation universitaire qui soit cette fois-ci pas à l'université, ou en tout cas pas à la fac, mais quelque chose de plus professionnalisant. Et donc en ligne de mire, j'avais le DUT, qui aujourd'hui est le BUT en 3 ans. Et donc j'ai fait mes vœux. Je me souviens, entre 2 services, j'allais imprimer mes bulletins et tout ça, il fallait tout retrouver, quoi. Et donc j'envoie mes dossiers de candidature dans différentes villes pour ce fameux DUT GACO, gestion administrative et commerciale des organisations. Et en 4e position, je place le DUT GACO à Digne-les-Bains, donc dans les Alpes d'Haute-Provence. Et je me dis, bon, au cas où, c'est un 4e vœu, ça peut être intéressant, même si je visais Lyon dans les premiers vœux. Parce que tu imagines un peu, voilà, quand tu es jeune, tu dis, ah, c'est cool. Ouais, c'est une grande ville, du coup, c'est une ville qui bouge, plus d'opportunités, mieux. Exactement. Et arrivent les résultats des vœux. Et en fait, je ne suis pas pris sur les 3 premiers, mais sur le 4e, donc Digne-les-Bains. Du coup, j'avais à l'époque un ami qui était, lui, en première année de ce DUT. Et donc je l'appelle, parce que c'est lui qui m'avait parlé de ce DUT en l'occurrence, un ami de Montélimar, qui me dit, donc je l'appelle et je lui dis, putain Guillaume, je suis pris en DUT, d'un côté je suis content, mais de l'autre ça va être un peu perdu cette ville et tout. Et il me dit, putain mais Tristan, maintenant c'est trop bien, on va être ensemble et tu verras, les profs sont trop cool, l'IUT il est hyper formateur, il y a plein de projets.
Et en fait, aujourd'hui, je le remercie parce que finalement, cette expérience-là d'aller démarrer ce DUT, ça a été, je pense, le début d'un long cheminement et, et au-delà d'un cheminement de mise en application, de développement de compétences et de rencontres qui vraiment m'a épanoui. Ouais. Ah, parce que l'idée, du coup, quand tu fais une école dans une petite ville, c'est quoi la différence que tu as à peu près par rapport à si tu compares ça à un Lyon, un Paris, tu vois, tu as ce côté où tu es peut-être, t'as la possibilité d'être plus ancré à l'école, peut-être plus attaché à l'école. C'est quoi un peu la vie étudiante dans une petite ville? Eh ben, beaucoup plus, beaucoup plus, je dirais, davantage de solidarité entre les étudiants. Mhm. Il y avait aussi des résidences étudiantes où on était tous sur le même étage. Du coup, le soir, on mangeait ensemble, on allait faire du sport. Entre midi et deux, on pouvait rentrer plus facilement que peut-être prendre le métro dans une autre ville. Et puis, la proximité aussi avec les profs, parce qu'on avait des classes de entre 30 et 40 étudiants. Mhm. Ce qui fait que c'est plus facile aussi de tisser des liens avec les profs. C'est plus... Ouais, je mettrais peut-être le terme de proximité, tu vois, Ok. davantage de proximité. Et puis aussi, cet ancrage local de cette IUT, donc à Digne-les-Bains, nous permettait d'aller voir des partenaires, ou en tout cas, quand je dis partenaires, c'est des structures ou des entreprises pour justement soit mettre en place des projets réels Mhm. avec l'IUT, avec notre formation, ou trouver notre stage. Moi, je me souviens, mon stage de deuxième année de DUT, je l'avais fait au Décathlon de Digne-les-Bains. Ouais, tu as moins de concurrence. En fait, que par rapport à une grande ville, en fait, tu as plus d'ouverture d'esprit, peut-être même pour embaucher des jeunes dans ces petites villes-là. Ouais, ouais, il y a ça. Et puis, euh, et puis peut-être que finalement, ça permet aussi de s'ancrer de manière locale et puis développer son réseau, même si un jour, voilà, l'étudiant sait qu'il partira, mais en tout cas, de se faire peut-être un peu son terrain de jeu, quoi. Ouais, je vois très bien. Et Decathlon, je me souviens d'ailleurs qu'avant de trouver ce stage, j'étais allé voir le directeur, qui s'appelle aussi Guillaume pour le coup, qui me dit, j'avais un dossier je crois de stratégie, je lui dis bah tiens voilà, bonjour monsieur, j'aimerais j'aimerais vous proposer mes compétences et de faire une analyse stratégique de Decathlon. Voilà, ça rentre dans le détail, si Decathlon devait faire une croissance externe. Et donc j'avais fait un dossier qui était fictif mais qui pouvait d'une certaine manière lui servir sur certains axes. Et comme ce travail-là que j'avais fait lui avait plu, on était resté en contact et quelques semaines après, on a pu refaire un point. Je lui ai dit voilà, je cherche un stage de quelques semaines, je crois que c'était quelque chose comme 3 mois, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Et si oui, quelle Ouais. mission vous pourriez me confier? Et au final, ça s'était soldé par une mission commerciale de développement de partenariats touristiques entre le magasin Decathlon et les campings, les hôtels, des choses comme ça. Voilà, sans rentrer à nouveau dans le détail parce que ça serait long, mais en tout cas, c'était pour montrer que en donnant et en proposant et en étant proactif vis-à-vis d'un cas, pour le coup d'un cas, Un stage, quoi. voilà, d'un cas pratique, et ça s'est transformé en stage. Mm. Et derrière, pour l'anecdote, c'est que avec ce directeur de magasin, je suis même resté en contact. Et quelques années après, pendant mon master, je suis Mm. même retourné faire une mission, cette fois-ci d'intrapreneuriat au sein de Decathlon, mais du siège social à Lille, où lui avait été muté. Et c'est pour dire que le réseau, je l'ai rencontré, ce Guillaume, je l'ai rencontré en 2015. Et en 2018, je retravaillais avec lui sur une autre forme de mission et avec plus d'expérience et dans un autre contexte. Et en fait, c'est pour dire que c'est possible dans toute forme On va d'interaction. reparler un peu du fait de l'importance du réseau. Aujourd'hui, j'entends beaucoup ça, qu'en fait, la première porte d'entrée, c'est ton réseau. C'est pas forcément tes études, ton CV. C'est ça qui va permettre de débloquer tes premiers boulots, ou même derrière, comme tu le dis par rapport à ton master, de revenir en fait à quelque chose de plus gros. Alors qu'en fait, si tu n'avais peut-être jamais pensé à te dire, putain, mon stage que j'ai fait dans cette petite ville m'a permis d'aller au siège à Lille pour faire un truc qui n'a rien à voir et qui déploie un truc encore plus grand, quoi. Ouais, Et- vas-y. ce serait une bonne analyse et un bon résumé de la situation. Et le mot-clé réseau, en effet, il est hyper important, peut-être dans mon parcours et dans ma construction perso, mais aussi, je pense, dans la manière dont ça pourrait résonner dans la tête des étudiants. Mhm. Parce que quand on a 18 ou 20 ans, on n'a pas conscience de ça, que le réseau c'est important, ou on en a peu conscience, sauf si on a des formateurs, des profs ou des personnes autour de nous qui nous ont sensibilisés. Et je rajouterais quand même que si c'est en tout cas, je dirais pas que c'est uniquement mon réseau qui m'a permis d'avoir
enfin voilà, de faire, de cheminer et d'avancer en construisant mon chemin. Il y a aussi évidemment quand même les études et les expériences dans ces études. Donc Bien sûr. c'est un tout. Bien sûr, parce qu'en plus, après ça, tu es parti à Pékin Oui. pour un semestre, Mm. où là, du coup, tu as eu ce côté international. Et en plus, ce qui est assez dingue, c'est quand même un extrême, parce qu'en fait, tu es dans une autre langue, une autre écriture. Pourquoi ce choix? Et du coup, comment ça se passe quand tu veux aller dans un autre continent avec. Enfin, comment expliquer ça? Genre là, tu vas dans un endroit complètement inconnu, quoi, genre la Chine. Je m'intéressais déjà en 2015-2016 à l'approche stratégique chinoise et à la manière dont les philosophies chinoises pouvaient résonner en moi par rapport à certaines lectures et puis aussi parce que ça m'attirait quoi. Découvrir une culture, découvrir voilà, aller là-bas, tu peux parler un peu en anglais sur le campus, dans certains endroits, mais globalement il fallait se débrouiller. Donc des fois j'avais mon application, je sortais l'application, je traduisais le terme, je le mettais là au haut-parleur pour que ça En plus, à l'époque, c'est encore pire qu'aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, ça marche un peu la traduction, mais je pense en 2016. C'était voilà, quasiment 10 ans, tu vois. Ouais. Et donc il y a eu évidemment des expériences, enfin des moments qui étaient très épiques, mais clairement une des meilleures expériences de ma vie. Autant sur le côté apprentissage vis-à-vis des cours, des profs, de la gentillesse, de tout de toutes les richesses de la culture. Et puis je suis allé évidemment à Shanghai, à Pékin, j'ai fait différents temples. Enfin voilà, j'ai aussi pu visiter pendant ce semestre. Mais vraiment, ce que je retiens, c'est cette hétérogénéité des cultures et des pays et des parcours des étudiants aussi, parce que on devait bosser avec différents étudiants de différents pays. Ouais. Et ça, c'était riche. Tout était riche à tout Et point ça, de c'est vue. un truc que tu conseillerais aux jeunes s'ils avaient le choix de partir à l'étranger, d'être dans un endroit complètement extrême pour. Enfin, est-ce que ça t'a vraiment aidé de faire ça? Ou est-ce que tu penses qu'on aurait été plus heureux en Belgique? Tu vois, genre de dire, est-ce que là, le fait d'être à l'international, avoir vécu ça, ce côté culture, côté mélange, côté vraiment, enfin, histoire unique, quoi, que te dire, en fait, j'aurais fait un truc en Belgique où c'est vraiment à côté, où tu aurais fait une bonne école dans un classement, tu penses, avec du recul, ça aurait été quoi le choix? Avec du recul, forcément que si l'université à Aix m'avait dit, bah voilà Tristan, malgré ton niveau, on te donne ta chance, on t'y envoie. Bon, l'histoire se serait soldée complètement différemment. Et même aujourd'hui, je pense que je ne serais pas le même homme face à toi et aussi ce que j'ai pu, disons, les sujets auxquels j'ai pu m'intéresser et la manière dont je me suis construit, tu vois. Donc je crois que si j'avais été en Belgique, j'aurais peut-être fait plus la fête, j'aurais bu plus de bière, j'aurais peut-être découvert certaines choses là-bas de manière locale et puis j'aurais aussi visité la Belgique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais eu un très bon niveau d'anglais. Ça, c'est clair parce que j'ai pas énormément progressé en Chine et c'est complètement OK. Quand même un petit peu, parce que je suis revenu, j'étais à mon avis B2. Mais en tout cas, tout ce que j'ai pu découvrir et tout ce que j'ai pu vivre, je le regrette pas du tout. Et même, j'ai envie de te dire, je suis très content que ça se soit passé comme ça et que voilà, la Belgique soit un pays dans lequel j'irai faire quelques jours de voyage ou d'aventure, mais ça sera dans ce cadre-là, quoi. Ouais. Et suite à ça, du coup, là après, tu es un formateur. Donc c'est là où tu as commencé un peu à vouloir aider un peu les étudiants. Comment ça se fait que tu as envie de faire ça? Comment tu as eu cette envie d'aider? Parce que tu as des plus de 500 étudiants dans l'insertion professionnelle pour essayer de trouver leur premier job, leur alternance, leur stage. Comment tu as envie de faire ça et pourquoi ce choix? Ouais, large question. Mais pour y répondre, en fait, là, on est en 2016, donc on est en Chine. Je reviens de Chine et avant de revenir, je passe du coup un entretien de recrutement avec l'IAE de Lyon, donc de Lyon 3, pour intégrer le master entrepreneuriat et développement d'entreprise. Pourquoi ce master-là et pourquoi pas master marketing ou master RH? Parce que je n'avais pas une envie d'aller dans un service en particulier dans une entreprise, ou en tout cas je ne voulais pas devenir un spécialiste du market ou de la com ou du management ou de ces sujets-là. Et je me suis dit, tiens, l'entrepreneuriat, ça peut être un bon juste milieu entre tout ça du coup, pour rester polyvalent ou en tout cas avoir une vision à 360. Et donc je passe l'entretien à distance, donc avec 6 heures de décalage, je me fais beau, tout ça, et puis donc l'entretien se passe bien. Je reçois quelques semaines après la réponse et me voilà en septembre 2016 en master entrepreneuriat à Lyon. Tout se passe très bien, les cours sont intéressants, vachement sur le côté le learning by doing, donc apprendre en faisant les choses et en
avec malgré tout certains cours en amphithéâtre, hein, ça on y passe forcément en Master 1. Et je crois que pendant les quelques premiers mois, donc juste avant mon stage de Master 1, qui a démarré au deuxième semestre de 2017, je commençais déjà, tu vois, à être proactif, j'avais démarré sur LinkedIn, je crois, 2 ou 3 ans auparavant. Donc ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que je suis sur LinkedIn et de plus en plus actif les quelques dernières années. Mais donc je regarde, je m'intéresse aux entreprises, je me dis tiens, comment je pourrais me différencier, comment je pourrais montrer aux entreprises qui m'intéressent que j'ai une valeur ajoutée, que je peux apporter quelque chose qui soit différent. Et je voyais des étudiants ou même des collègues dans ma promo qui avaient un peu plus de mal, tu vois, à se démarquer. Donc moi j'avais testé, je sais plus, sur un groupe Facebook, sur le groupe Facebook Wanted, j'avais fait une publication un peu décalée. J'avais testé différentes approches, différentes manières de faire pour voir finalement quel résultat j'allais pouvoir obtenir. Et ça a été ce moment où la genèse de ce projet, la genèse de MarketMe, à ce moment-là, elle commençait à émerger et je me suis dit, tiens, si moi j'arrive à me différencier ou à avoir certaines opportunités ou à même avoir des opportunités entrantes, je fais l'hypothèse que c'est possible que d'autres étudiants puissent aussi se démarquer et puissent aussi faire autrement pour atteindre leur objectif qui est de trouver un stage ou une alternance. Et du coup, à ce moment-là, c'était vraiment la genèse, donc c'était pas le logo d'aujourd'hui, c'était pas le concept d'aujourd'hui, c'était pas tout ça, mais c'était... je me dis, tiens, comme je suis en master entrepreneuriat et que du coup, c'est autant essayer de faire les choses, je crée une page Facebook. Une simple page Facebook avec un vieux logo, avec 2-3 infos sur la page. Je me dis, je vais en parler un peu autour de moi à l'IAE. Et puis, l'idée de cette page Facebook, c'était que les étudiants pouvaient venir parler à cette page Facebook, en tout cas envoyer un message avec leur CV et leur objectif de recherche. Et que moi, derrière, je puisse faire matcher avec soit une entreprise, soit une offre qui pouvait leur correspondre. Ouais, tu essaies d'aller sur un forum, un sorte de style forum où tu as une entreprise qui cherchait quelque chose et tu as les étudiants qui cherchaient, du coup ça faisait un peu les deux, quoi. L'entreprise qui avait besoin avait déjà plein de CV et en même temps, une entreprise qui postule, les gens pouvaient directement répondre à eux. Ouais, c'était un petit peu ça, mais quand même vraiment un prototype de ça, tu vois. Okay. Vraiment, l'idée, voilà, le slogan, c'était avoir un stage, c'est bien, avoir le bon stage, c'est mieux. Toujours dans cette optique de dire, évidemment qu'on peut avoir plein d'opportunités, ou au contraire, peut-être si on fait de manière traditionnelle, on a un stage ou une alternance qu'on va pouvoir accepter, ou en tout cas dans laquelle on va pouvoir aller faire notre expérience. Mais l'idée, et à mon sens, c'est un petit peu ce qui me drive aussi aujourd'hui, c'est de tenter d'agir de manière à toujours augmenter le nombre de choix possibles. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, c'était quand c'était parlé avant, c'était quand tu as créé MarketMe, l'idée c'était pas juste d'avoir une opportunité, c'était d'avoir le choix de prendre l'opportunité qui te convient. Ouais, c'est ça. Après, c'est un gros pari. C'est un gros pari et peut-être que certaines personnes ou certains états d'esprit ou certaines structures peuvent se dire, peuvent avoir une autre manière de penser ou peuvent, pas forcément peut-être croire à cette essence-là de pensée, tu vois. Mais je pense que tout est question aussi de notre propre conditionnement. Si on se dit, en fait, je vais pas attirer... ou en tout cas, ce que je vais voir arriver sur mon chemin, je vais le saisir par défaut ou par dépit parce qu'il faut que j'ai mon entreprise. Moi, ça me gêne un peu à titre perso. Oui, en fait, ça dépend, je pense. Tu as plusieurs choses. C'est que tu as des gens, moi je le vois assez aujourd'hui, c'est que tu en as, ils se disent, ouais, j'ai envie juste de postuler. Et j'ai pas envie d'aller travailler plus que ça parce qu'en fait, c'est déjà beaucoup, tu vois. À un moment donné, ils ne vont pas dire, je vais aller chercher à avoir un réseau, à faire des posts. Moi, j'enregistre mon CV et puis c'est comme ça qu'on doit faire et je vais chercher la bonne opportunité, mais ça n'arrive pas forcément, quoi. Ou d'autres qui vont se dire, moi, je veux que ce boulot-là. Il va dire non à tout parce qu'il veut que ça. Il va peut-être pas avoir d'autres opportunités. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal, j'ai l'impression, à avoir cette vision un peu 360 de dire, il existe tout ça et aller très en tunnel vision. Je ne sais pas si tu ressens ça un peu aujourd'hui. Si, ça, je le ressens. Tu veux dire cette manière de faire uniquement le CV, l'aide de motivation et agir. Aujourd'hui, tu es formateur. Ouais. Aujourd'hui, quand moi je vois les étudiants avec les écoles avec qui on travaille, je vois ce côté où les étudiants ont la flemme, quoi. C'est ce côté ils ont la flemme, du coup ils vont se dire déjà il faut faire un CV, déjà ils ont la flemme.
Ensuite, il faut que ça envoie le CV, il faut qu'il postule. Alors là, quand tu as plus de 3 clics et qu'il faut aller, quand c'est pas, genre quand tu vas sur LinkedIn et quand tu peux pas juste le mettre sur LinkedIn, il faut que ça aille sur le site. Et tu sais qu'ils se disent, ah, il faut que j'aille sur le site, il faut que je réponde à 3 questions. C'est déjà impossible, tu vois. Alors tu te dis, mais comment ils vont faire pour voir? Et après, ils peuvent se plaindre de se dire, ouais, en fait, je trouve pas de stage, je trouve pas d'alternance, je trouve pas de boulot. Mais ils n'ont pas cette envie-là, en fait. Moi, c'est ce que je vois beaucoup. Ouais, ben cette envie justement, comme dirait Johnny, l'envie d'avoir envie, je crois que cette envie, elle se génère. Tu vois, clairement, je crois pas forcément au fait de se lever un matin et de dire tiens, ça y est, j'ai envie. S'il n'y a pas eu une phase de réflexion avant, une phase de peut-être, ouais, un processus de réflexion sur ok, mais pourquoi? Ou ok, mais vers quelle direction? Et ben, en effet, derrière ce facteur flemme et cette procrastination et et malheureusement dans ce cercle vicieux, cette démotivation va apparaître très vite et du coup, ça va faire que l'étudiant va s'essouffler et qu'au final, il va aller vers peut-être pas la mauvaise direction parce qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise direction, mais il n'ira pas vers la direction juste. Et vers le choix facile, quoi. Et pas, Voilà. Pas le choix qui convient. Le choix facile n'est pas le choix qui convient et en tout cas pas qui lui convient réellement. Et au final, derrière, qu'est-ce que ça peut faire la conséquence, malheureusement, autant pour les étudiants et surtout pour les étudiants, mais aussi pour l'entreprise d'accueil et pour l'école, puisque c'est une relation tripartite, c'est la rupture de contrat. Et hier, justement, je suis retourné sur le baromètre de l'alternance de 2024 qui est sorti par l'association WALT et ADECO Group. Et il y a 2 stats qui m'ont un petit peu... il y a 2 stats qui ont retenu mon attention. La première, c'est qu'il y a pratiquement 15% de rupture de contrat. Donc, j'ai quand même l'impression, tu vois, si on arrondit presque au-dessus, ça fait quasiment 2 étudiants sur 10 qui rompent leur contrat. Ah, c'est quand même énorme. Ouais, et surtout que derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étudiant, il n'a plus d'entreprise, il suit ses cours, mais du coup, il n'a pas son expérience, et donc il faut qu'il retrouve. Mais parfois, le fait d'avoir à retrouver, il peut perdre confiance, parce que s'il y a une rupture de contrat, c'est un moment où c'est pas facile. Et la deuxième stat qui a retenu mon attention aussi, c'est que dans ce panel d'étudiants, donc à peu près 400 ou 500 étudiants qui avaient été sondés pour cette étude, 44% des étudiants ont partagé qu'ils n'avaient pas été accompagnés pendant leur recherche d'alternance. Et voilà, on ne va pas lancer la pierre, mais ça veut forcément dire que derrière, ils ne se sentaient pas soutenus, ils se sentaient seuls. Surtout que c'est leur première démarche dans le monde professionnel. Du coup, s'ils ne savent pas trop comment faire, il y en a qui vont avoir plus de mal que d'autres, ils ont besoin d'avoir des conseils, savoir comment faire. Et même pour un stage, je me rappelle quand on avait des stages, on était accompagné par les écoles. Alors si une alternance qui est plus complexe qu'un ça, on n'est pas accompagné, c'est sûr que ça peut être très compliqué. Ouais, ça peut être compliqué. Et puis, comme tu le dis, si l'étudiant il a eu auparavant l'expérience de chercher son stage, ça veut dire qu'il est passé par ce process-là, tu vois, de faire son CV, d'essayer peut-être de faire un portfolio, ou en tout cas d'aller, de se démarquer, quoi. Et par contre, si il sort d'une formation et qu'il est allé vers cette nouvelle formation dans laquelle il démarre pour faire de l'alternance et qu'il ne sait pas forcément comment s'y prendre, il faudrait qu'idéalement l'école dans laquelle il puisse aller lui propose cet accompagnement. Et si ce n'est pas le cas, ou si l'étudiant est à l'université, ou si l'étudiant est dans une école qui ne propose pas, il faudra forcément qu'il fasse par ses propres moyens et qu'il du coup il puisse s'auto-former, ou en tout cas monter en compétences, ou générer cette motivation, rechercher, être en quête, au-delà de conseils, mais de comment faire finalement pour faire différemment et me démarquer. Et donc c'est un petit peu toute cette question-là et qui fait le lien aussi avec MarketMe, c'est apprendre à mieux se vendre finalement. Au lieu que tu expliques aux gens, parce que tu vois, ça coûte quand même 79 €. C'est là parce qu'il y en a qui vont peut-être aller sur ton site pendant l'interview, on va se dire, attends, mais mec, c'est hyper cher ce que tu fais. Moi, je suis étudiant ou je cherche un premier boulot, comment je fais? Est-ce que tu peux un peu expliquer pourquoi avoir choisi ce prix-là, être transparent un peu avec ça et aussi le côté de qu'est-ce que ça. Mais j'ai depuis tout à l'heure cette putain de. Ouais, c'est la nature qui vient vers nous là avec ce petit mouchion. Ça pue ici en studio. Et d'aller chercher et d'expliquer en quoi ce prix vaut ce coût, l'intérêt de mettre un peu d'argent dedans et se dire qu'est-ce que ça t'apporte. Tu m'expliquais tout à l'heure que tu as ce côté accompagnement aussi, que c'est pas juste un côté où tu achètes. J'aime pas le mot formation parce que c'est pas vraiment une formation, c'est cet accompagnement que tu as plus que ça. Ouais, je vais complètement l'expliquer et comme on s'était vu il y a quelques mois, entre-temps les choses ont un petit peu bougé et en effet maintenant il y a 2 formules possibles.
La première, c'est celle que tu as évoquée à 79 € avec du coup l'accès à la méthodologie, donc aux 6 niveaux. Accès directement à mon contact sur WhatsApp pour échanger au quotidien et que je puisse répondre aux questions de l'étudiant. Et en plus, 45 minutes de coaching en visio pour qu'on puisse voir ensemble sur un entretien blanc, bosser le pitch, une candidature spontanée sur mesure, une problématique qui pourrait être psychosociale aussi. Mais donc c'est vraiment c'est la formule qui s'appelle formule évolution. Il y a tout ça à l'intérieur. Et c'est ce qui justifie son prix. Et le prix initialement était justifié parce que j'avais fait un test avec un panel d'une vingtaine d'étudiants. Et la tranche, c'était entre 80 et 100 €, tout simplement. Et donc, c'est ce qui a fait que derrière, la tarification et la fixation du prix a été à 79. Et comme je sais que les étudiants n'ont pas forcément de moyens, et que du coup, le but ultime de ce projet, c'est évidemment d'accompagner, d'aider et de permettre aux étudiants de prendre du recul, mais en même temps de se professionnaliser et de gagner en autonomie. Et j'ai sorti une autre formule, une formule intermédiaire qui s'appelle la formule exploration. Et cette fois-ci, elle est à 39 €. Et dans cette formule, l'étudiant, il a un accès complet donc aux 6 niveaux de la méthodologie. Et derrière, il est en autonomie. Du coup, c'est moins cher pour lui. Et s'il veut uniquement avoir accès à tout ce qu'il y a dans la méthodologie, il a cette formule-là. Oui, il n'a juste pas l'accompagnement. C'est lui qui fait son propre accompagnement, Exactement. mais tu n'es pas là. Tout à fait. Oui. En plus, comme l'objectif, c'est de trouver un boulot, un stage ou une alternance, en fait, si son but arrive à le trouver derrière, c'est rembourser dès le premier mois parce qu'il aura son salaire. C'est ça. Ok. En tout cas, merci beaucoup Tristan. Ça a été hyper intéressant. J'espère que toi, ça t'a plu. Oui, c'était hyper. Moi, je pourrais même encore discuter avec toi, Antoine. Je sais que tu parles beaucoup. Je me dis après, il ne faut pas que ça dure 2 heures non plus pour les gens. Ouais. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Le lien de MarketMe est en description de la vidéo. Et si vous avez des questions, mettez en commentaire et Tristan y répondra peut-être une prochaine fois. Ciao!